quand même Curry et LeBron qui passent. Je check les deux back-to-back. Tu vois, j'ai vraiment la vidéo où je check les deux back-to-back. C'est quelque chose quand même. J'ai été béni de ça parce que moi, j'ai eu la patience de... On teste, ça marche pas, on teste autre chose, on va vers autre chose. Et j'ai été trop content. Ma première année, je passe de 0 à 400 abonnés en 365 jours. J'ai vécu le blues du post-JO comme les athlètes en fait. Parce que j'ai bossé pour préparer ces JO comme un athlète depuis des années, pour être prêt. J'ai vécu les JO. Et moi, ce que je dis par rapport aux athlètes, c'est que j'ai de l'affect avec plein d'athlètes que j'ai pu rencontrer. Et en plus de ça, mon game day à moi, les athlètes des JO, c'était un jour ou deux. Allez. Bon, c'est parti pour un nouvel épisode de Mauvaise Langue avec Samy Unseen. Comment on t'appelle aujourd'hui? Unseen Samy sur internet, mais c'est plus pour les Américains que j'ai pris ce nom. C'est vrai? Ça a bien marché. La vision, c'était il faut que les Quinry comprennent mon délire. Et ça avait bien marché. Mais franchement, appelez-moi Samy. Bon, on va aller sur Samy. Super content de t'avoir avec moi à Paris aujourd'hui. C'est toi d'habitude qui venait me filmer. Au final, je me suis rendu compte en préparant l'épisode que ça fait déjà 3 ans et demi, si je dis pas de bêtises, où tu étais venu à Limoges pour suivre un entraînement cognitif. Et 3 ans et demi plus tard, tu vois, c'est moi qui t'interviewe maintenant. Donc, super content de t'avoir avec moi. Ouais, c'est trop bien. Je suis trop content de faire ça. J'écoute ce que tu fais, donc c'est trop cool. Je comptais venir te crier dessus pour te dire d'activer des caméras pour rendre ce podcast encore plus vivant. Bam, j'arrive, il y a tout un studio, c'est trop cool. Des formations professionnelles. Donc, quand tu entends un truc, qu'est-ce que tu peux faire de plus, bien etc. Sûr, totalement. Non, mais t'as raison. Et j'aurais été tout à fait ouvert de prendre tes avis. Et d'ailleurs, à la fin de l'épisode, avec grand plaisir, hein, tu me feras ton petit feedback, etc. Vas-y, avec plaisir. Samy, déjà, qu'est-ce que c'est ton métier? Parce que hier, je me disais, il est quoi? Il est influenceur, créateur de contenu, vidéaste. Tu vois, c'est quoi exactement? Podcasteur? Ouais, beaucoup de choses. Bon, créateur de contenu, c'est le sens large. Okay. J'aime bien la casquette d'influenceur, là où il y a des influenceurs qui s'éloignent de ça. Moi, j'aime bien la mettre, cette casquette, parce qu'on aime bien me mettre, moi, la casquette de journaliste. Parce que je raconte des histoires de sport. Si des gens me connaissent pas, je raconte des histoires de sport sur Internet. Un petit peu plus maintenant des histoires de sport de personnes dans l'ombre, les gens qui font tourner le sport sans qu'on les voit forcément à la télé, sans qu'ils mouillent forcément le maillot. Mais du coup, on met pas mal la casquette de journaliste avec ce que je fais. Mais je préfère vraiment la casquette d'influenceur. Ça me garde une charte édito qui est beaucoup plus libre. Je peux vraiment traiter de ce que je veux. Je peux dire non, ça ne m'intéresse pas. Je peux tester des choses. Donc moi, j'aime beaucoup cette casquette d'influenceur. Et comme tu dis, podcasteur aussi. Ça me permet d'aller là où j'ai envie de tester. Tu vois. Donc voilà, moi, j'aime bien cette casquette d'influenceur. Ouais, t'es assez libre. Tu prends le meilleur des différents mondes. Mais avant de passer sur la suite, comment toi, t'es un peu commencé là-dedans? On sait que t'es bien dans le sport. Est-ce que tu viens d'une famille sportive? Est-ce que t'as voulu être sportif? Alors, je viens pas du tout d'une famille sportive. On aime le sport, on regarde le sport comme monsieur tout le monde. Mais je suis tombé amoureux du foot américain quand j'étais gamin. Mon frère ramène la cassette de l'enfer du dimanche, la cassette du Super Bowl. On regarde l'un puis l'autre. Tu le connais par cœur, le discours Non, parce qu'à ce moment-là, mon frère, il me l'a montré une fois et il a trouvé qu'il y avait un petit peu trop de... j'étais pas prêt à regarder ça quand j'étais en primaire, tu vois. Il a dit, ouais, non, en fait, tu regardes pas plus qu'une fois maintenant. Mais tu sais que ce discours, je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui l'ont déjà passé à différentes équipes. C'est sûr. Et encore, tu vois, pour une petite anecdote, il y a quelques années, avec Hugo Invernizzi à Limoges, il y a un coach qui commence à éteindre la lumière et juste avant un match, genre 2 heures avant le match, il dit bon, je vais juste vous montrer un truc sur l'écran. Et Hugo, il me regarde, il fait putain, il va quand même pas mettre l'enfer du dimanche. Ah ouais, le montrer brut, je trouve ça un peu... Et là, tu sais, tu sors le discours et avec Hugo, on se regarde et putain, il a osé. Bon, c'est cool, hein, mais ça, pour moi, c'est un truc que tu dois consommer tout seul, tu le mets pas devant une équipe. Quoi. Mais ouais, donc voilà, ça a commencé comme ça, le foot américain. J'ai kiffé ça. Je voulais faire du foot américain le plus tôt possible. Il y en avait pas autour de moi à mon âge, jusqu'au lycée, en fait. Donc j'ai fait 4 ans de basket. Et ensuite, je suis allé directement vers le foot US. Mais à mon niveau à moi, quoi, il y avait pas d'ambition d'équipe de France, de jouer pro, de ceci, de cela. Juste, je kiffais vraiment le sport. Et du coup, comment je suis tombé sur Internet en particulier, j'ai toujours regardé ce que font les Américains sur YouTube depuis vraiment le début de YouTube. Et pour moi, ça n'existait pas, tu vois. Ça remonte à quand, ça? Ça remonte à... Je suis au collège, c'est du 2006, 7, 8, tu vois, des trucs comme ça. C'est les premières vidéos sur Internet que je vois passer, tu vois. Je te dis YouTube, peut-être que c'est même pas YouTube à ce moment-là, tu vois. Et donc, à ce moment-là, je me dis, ouais, ça serait vraiment kiffant de faire ça, des gens qui vivent de leur passion, cool, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que c'est les Américains, tu vois, je ne vois pas. Je vois peut-être vite fait... non, je vois même pas de contenu français à ce moment-là. Et le premier contenu français que je vois, c'est je suis au lycée et Jeanne, je lui donne ses fleurs tout le temps, Jeanne qui était
dans une classe en dessous de moi, en première, qui fait des vidéos de beauté sur YouTube, tu vois. Moi, je me dis, attends, c'est réel, c'est possible. Et puis, je suis pas parisien, hein, je viens de Gif-sur-Yvette. Je me dis, ah oui, on a le droit aussi, nous, à Gif-sur-Yvette, de faire des vidéos. Et en plus, Jeanne, une fille qui fait des vidéos de beauté, qui revient au lycée, qui peut se faire juger, parce qu'on est dans le domaine de la beauté. Et elle peut encaisser le jugement des autres. Et elle a beaucoup d'abonnés. Et elle rate un cours d'SVT pour aller à un événement L'Oréal. Ah ouais. Le cours là, tu t'es dit, il y a un truc à faire. C'est relou, les cours d'SVT, on parle des roches et tout, tu vois. Donc, je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment un truc à faire. Mais j'avais peur du jugement des autres, comme tout le monde. Donc, je me dis ça en terminale. Il a fallu attendre ma 3e année d'études pour que je commence quelque chose, tu vois. Parce que juste, j'avais peur du jugement des autres, comme tout le monde. Et puis, je savais pas quoi faire. Je me cachais derrière l'idée de, il me faut un concept, il me faut un truc. En 3e année, je prends mon courage à 2 mains, je me dis, hey, il me faut pas un concept, parle de ce que t'aimes et tu trouveras le truc après. Par contre, j'ai une famille d'entrepreneurs, mes parents ont une boîte, et donc j'ai entrepris en mode, tu trouveras ton produit plus tard. Mais faut que tu commences, faut que tu sois sur le marché, faut que tu sois dessus. Et je pensais pas en plus en vivre, hein. À ce moment-là, je me dis juste, je me dis vraiment, je vais apprendre des compétences, ça m'aidera à choper des stages plus facilement, parce que c'est relou de choper des stages. Genre, je sais juste tenir une caméra, monter des vidéos, parler un peu marketing, ça m'aiderait à choper des stages. Et donc je commence et je parle juste de actu NFL et NBA. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que je démarre. Ok, bon bah super intéressant quand on se dit que des fois rien que parler de ta passion, mais je vois exactement là où tu veux en venir sur jugement des autres. Et encore à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas autant de trolls, etc. ou de gens... On est vraiment des ovnis quand même à ce moment-là quand on commence à faire des vidéos YouTube. On commence à faire des vidéos, surtout à l'époque de Jeanne. Moi, 3 ans après, un petit peu accepté. Mais quand même, tu vois, t'es quand même un ovni à ce moment-là, tu vois. T'as commencé un peu tard, du coup, pour louper les cours de SVT, quoi. Du coup, j'ai loupé des cours de mon école de commerce, tu vois, des trucs comme ça. Genre, je suis très fier de ça. J'avais dit à mon chef de mémoire de fin d'études, je lui ai dit, bah, lui, il a l'habitude d'essayer d'avoir des élèves qui font des bons mémoires parce que c'est bien pour son portfolio. Moi, je lui ai dit, hey, dès le premier rendez-vous, tu me donnes 11. Je m'en fous, tu me donnes 11 sur 10 sur 20, je m'en fiche. Je suis arrivé à l'oral, le dernier oral, avec des trépieds, parce que j'avais tournage juste après. Mais donc, non, il a compris, mais j'ai fait du bon boulot. Il m'a donné 14. Je tiens à dire, mémoire de fin d'études, j'ai 14. Pas mal, bien joué. Et du coup, donc, là, t'as pas, comme tu disais, t'as pas d'ambition, c'est pas pour l'argent, c'est juste voilà, pour le kiff. À quel moment tu te dis potentiellement, tu vois, je peux commencer à en vivre? Est-ce que tu commences à te renseigner à droite à gauche sur certains autres créateurs de contenu où tu vois que ça réussit? Est-ce que tu as une vision au fur et à mesure ou malgré ça, tu continues vraiment pour le kiff et ça te tombe dessus, quoi? Bah, j'ai écouté un podcast de Boris Dio, je crois, sur Génération Do It Yourself. On parlait de Génération Do It Yourself juste avant. Et c'est marrant, il comparait son point de vue avec Tony Parker. Tony Parker qui, gamin, il dit je veux la NBA. Et Boris Dio qui disait bah, je veux le niveau d'au-dessus et on voit où ça m'amène. Et c'est exactement ça mon approche en fait. J'étais en mode ok, bah, on va voir ce que ça peut m'amener. Bah écoute, la vidéo, ça peut m'amener un stage. Je fais un stage. Bon, moi, je suis payé en stage, ok. Je peux faire des prestats à côté, prendre un peu de sous. Bon, je vais filmer un mariage, je vais filmer... Et tu vois, là, je parle pas d'influence. Je vais filmer des mariages, je vais filmer des trucs, je continue mes vidéos YouTube à côté. Bon, il y a de l'argent des pubs YouTube qui rentrent, mais c'est que dalle à ce moment-là. En plus, si je peux vous donner un business move, ne parlez pas de NFL en français si vous voulez de l'argent de la pub, il y a moins d'audience. Mais du coup, je fais de l'argent avec de la vidéo à côté. Je chope un premier job dans la vidéo, tu vois. Je me dis, tu sais quoi, avec mon diplôme, je vais devenir un cadre en marketing, avec tout le respect pour les cadres en marketing. Je m'éclate plus à tenir la caméra, penser à la stratégie de la vidéo, donc il y a de la stratégie, mais aussi être sur l'exécution d'une campagne vidéo, tu vois. Et donc je me dis, bon bah ok, je chope un premier job comme ça, je chope un job, mais à côté, je fais du freelance. Je filme des mariages, je filme pour des boîtes. Il n'y a encore rien à voir avec le sport, tu vois. Je continue ma chaîne YouTube de ce côté, et j'ai eu la vision très vite, ok, tout ça, ça va être des silos. Je m'éclate dans le sport, ça ira dans le sport éventuellement. Mais le silo, c'était simple. J'ai un CDD à ce moment-là. Je passe chez Michel Augustin, boîte de food. Je sais pas si ça dit quelque chose. Je fais leurs vidéos. Et donc, ça, c'est mon CDD. J'ai du freelance à côté où j'ai des clients à droite à gauche, des mariages, des ceci, des cela. Donc voilà, je gagne ma vie comme ça. Tranquillement, les clients freelance, ça commence à prendre un petit peu plus. Je peux switcher complètement sur les clients en freelance et on va aller tranquillement sur le même silo. On passe des clients à l'influence. Et aujourd'hui encore, je prends encore des clients en freelance où vous voyez pas ma gueule. Mais c'est juste pour me rafraîchir, tester des trucs différents, faire des trucs différents. Je filme pas de mariage, seulement pour les très bons copains qui me le demandent comme faveur. Mais ça me permet de garder des choses différentes. Oui, et puis ça t'a permis au début, le fait d'avoir Michel Augustin, d'avoir une certaine sécurité. Parce que bon, souvent, t'entends dans le milieu de l'entrepreneuriat, on se lance
on y va all-in, mais c'est pas non plus super simple non plus. Donc toi, le fait de pouvoir avoir ça, et puis Michel et Augustin, je pense que tu as quand même appris des trucs là-bas. Mais totalement. C'est simple, bosser avec, c'était mon client, tu vois, même si tu le vois en tant qu'entrepreneur, c'était mon client majeur qui a ses besoins, qui me fait ses allers-retours, qui m'envoie des briefs, qui m'envoie des ceci, cela. C'est la même chose que je vis aujourd'hui dans de l'influence. Donc j'ai totalement appris. Enfin, Michel Augustin, c'est lunaire, tu vois. J'arrive, je filmais encore à l'iPhone à ce moment-là, je fais un vlog à un de leurs events. Et en gros, leurs vidéastes partaient, ils n'avaient pas de remplaçant. Mais genre, je te parle de 2 semaines après, quoi. Je fais un vlog, il tue. La chef du marketing me dit vas-y, fais-moi une pub, tu me la rends dans 48 heures. Alors je me la donne, ça tue, je vois qu'il la poste sur les réseaux et il me propose le CDD juste après. J'arrive à l'entretien d'embauche. Ouais, tu sais maîtriser ces caméras, ces belles caméras avec lesquelles on tourne le podcast? Pas du tout. Je mens. Je dis oui, totalement, je mens. J'ai le job. 20 jours après, j'arrive. Ok, Samy, il y a une campagne qu'on va faire sur Snapchat. Voilà tes caméras. On va faire venir des clients. On va dépenser 150 000 € de pub sur Snapchat, sur ces pubs que tu vas tourner avec des caméras que tu maîtrises pas. Il n'y avait pas de chat GPT à l'époque. Il n'y a pas de chat GPT. Il y a YouTube. J'ai mangé des tutos pendant des jours et des nuits. Et puis, ça l'a fait, tu vois. Ouais. Mais donc voilà, ça t'apprend énormément de choses. Tu vois. Ça t'apprend énormément. Je pense que Théo, là, il est derrière la caméra. Il doit se dire, plus rien. Putain. J'ai pas dit à Nico. C'est quoi ces gens? Non, mais c'est comme ça que t'as ta chance, tu vois. J'ai mérité ma chance parce que je suis venu, j'ai fait mes trucs et à partir du moment tu valides parce qu'ils étaient contents. De toute façon, je pense que tu parlais avant des Boris Diaw qui disait, moi je pense que la plupart du temps ça se passe comme ça, plutôt que les gars qui te disent oui j'ai eu une vision, ok peut-être, mais la vision tu peux, même si tu l'as, au bout d'un moment il faut quand même aller au niveau d'au-dessus, au niveau d'au-dessus, tu passes rarement de là j'ai eu une vision et je vais aller tout en haut en un coup, tu vois. Donc pour moi ça se cumule. Et tu disais avant que ton sport de prédilection entre guillemets c'était le foot US. À quel moment tu te dis le foot US je vais pas lâcher, et t'as toujours pas lâché d'ailleurs, alors qu'il y en a plein qui auraient pu se dire le foot US en France ça marche pas, je vais pas percer avec ça, je switch totalement. Et toi t'es trop passionné par ça, quoi. Je vais être honnête avec les gens qui me connaissent, je vous le dis, je fais moins de vidéos foot US aujourd'hui que j'en faisais avant, mais mes abonnés à l'ancienne me demandent un petit peu plus, etc. Moi je me suis rendu compte à travers les années que moi ce que j'aime c'est raconter des histoires de sport et les valeurs du sport. Quelle que soit la forme du ballon, quelle que soit la forme de quelque chose. Donc j'ai pu m'ouvrir bien sûr qu'au niveau du business, ça m'ouvre des portes que des sports plus représentés qui ont plus d'opportunités totalement. Je ramène quand même des briques vers le football américain. Genre moi ça me fait plaisir, voilà, dans mon fil Instagram, quelqu'un qui vient depuis ton interview ou qui vient depuis le championnat du monde d'athlétisme que j'ai pu couvrir. Entre ces vidéos, je te mets une vidéo qui est pareille, le même type de storytelling où je te raconte des histoires de foot américain. C'est cool parce qu'aujourd'hui je reçois des messages de gens qui me disent je découvre le foot américain de cette manière. En particulier Roland Garros, ça a été un bon moment pour moi, on pourra en parler. Roland Garros, juste avant la finale, je sors une vidéo avec les Mousquetaires de Paris, l'équipe européenne à l'échelle européenne. Et c'est un moment où les gens me regardent beaucoup. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit cette vidéo, en plein moment de ton boom avec Roland Garros, j'ai bien découvert le foot américain grâce à ça. Et je pense que c'est ça ma brique maintenant. Parce qu'à l'ancienne, j'étais un mec qui parlait de NFL sur YouTube. Il y en a plein qui peuvent être des fans, regarder la NFL, regarder la NBA et faire ça. Mais par contre, aller chercher des fans d'ailleurs, les prendre par la main et leur dire viens, je te fais découvrir un autre truc cool. Ça, c'est un truc que peu de gens peuvent faire. C'est là où je trouve que j'ai de la valeur. Et c'est pour ça que je fais ça, quoi. Et puis toi, la NFL, tu sens vraiment que t'en parles avec passion. Ça change des mecs qui, généralement, début février, ils n'ont jamais regardé un match de NFL de leur vie. Enfin, dans le basket français, il y en a un paquet. Il y a le Super Bowl. T'as les Américains, ils sont à tout feu, tout flamme. Et t'as le Français qui veut juste essayer de faire le ricain. Et qui dit t'as vu, tu paries sur qui? Mec, t'y connais rien, tu vois. T'y connais rien. C'est marrant, ça doit être marrant ça dans les vestiaires, les quinries qui s'excitent au Super Bowl et toi tu vois deux gars qui essaient de s'intéresser. Non, moi t'as un ou deux Français, tu vois, t'as ça, ou maintenant t'as aussi les combats de boxe où t'as l'impression que tout le monde est devenu spécialiste en boxe alors qu'ils y connaissent rien, tu vois. C'est les deux sports un peu comme ça. Mais moi je me souviens à l'époque avoir vu Tom Brady, tu sais, je pense le premier Final Four qu'il a gagné, même, je suis vieux, tu vois. Mais et depuis, c'est le seul gars où je sais pas un sport que je suis, mais tu vois, j'ai acheté ses livres, je trouve qu'il est super inspirant sur la façon, ils avaient montré des reportages vidéo sur YouTube sur comment il analysait les adversaires, etc. Tu sens qu'il y a différents niveaux. Et d'ailleurs, t'en penses quoi de lui un peu en consultant
Je sais qu'il est consultant maintenant et c'est pas forcément tu peux être le meilleur quarterback, t'es pas forcément le meilleur consultant. C'est marrant parce que ce move a été fait par de plus en plus de joueurs maintenant. Alors que dans le basket, c'était vraiment évangélisé. Il y a Michael Jordan qui veut venir apparemment. Ouais, ça j'ai peur. Mais... C'est intéressant, ça fait peur. C'était Thomas Dufang qui m'en a parlé. Il a dit ouais, ça dépend du format quoi. Il a peur un peu du format. En fait, les joueurs qui passent à la télé en général. En NBA, c'est accepté depuis longtemps. En NFL, ça commence vraiment. Et en fait, c'est vraiment qui tout double. T'en as qui sont vraiment très bons, t'en as qui sont vraiment moins bons. Et les attentes étaient énormes pour Tom Brady. Le chèque que la télé lui a donné était énorme aussi. Et en fait, au début, il a eu beaucoup de mal. Il s'est amélioré tranquillement pendant la saison. Mais la première impression, c'est ce qui marque beaucoup les Américains et Internet. Donc les gens ont été très durs avec lui. Mais sur la fin de saison, il s'est beaucoup amélioré. C'est cool. Franchement, il s'en sort de mieux en mieux. Le petit débat, c'est qu'en fait, il a sorti un gars beaucoup moins connu, ancien joueur, qui était vraiment bon. Genre le mec est arrivé, c'était rafraîchissant, c'était ouf. Mais t'as Tom Brady qui arrive, c'est normal que tu bouges. C'est normal, il n'y a pas beaucoup de place en tant que commentateur, donc c'est normal que tu bouges, tu vois. Il est pas consultant, il est vraiment commentateur de match, tu vois. Et commenter des matchs, c'est un certain boulot, tu vois. Genre imaginons aujourd'hui je te fais commenter un match de basket, t'as tes connaissances, mais c'est un autre boulot. Non, j'en avais parlé avec Rémi Roverchon, dans le podcast que j'avais fait. Et moi, ce que je lui avais dit à Bein à l'époque, ça m'avait marqué comment... Bah, tu vois, tu peux... moi, je me verrais bien commenter un match, mais comme tu dis, en secondaire, consultant, où tu expliques un peu les aspects tactiques, etc., ce qu'un joueur pense. Mais c'est vrai qu'animer un match, moi, je me souviens encore, il regardait ses fiches, il n'avait pas vu un dunk, et je me suis dit, oh là, moi, je crie pas sur un dunk, c'est à lui de le faire, tu vois. Et il a même pas vu le truc, et il a commencé à s'enflammer sans regarder. Mais tu te dis, mais le gars, et en plus, il checkait Twitter, et tu vois ce que les gens disaient sur le match, ce qui se passait. Et c'est là que tu te dis, waouh, je pense que les gens, ils se rendent pas compte à quel point c'est dur, tu vois, de commenter un match. Et il y a des anciens joueurs qui s'en sortent plutôt bien. Même si des fois, j'ai l'impression que quand ils passent de l'autre côté de la barrière, alors 1 an, 2 ans, mais au bout d'un certain temps, ils oublient à quel point c'était dur d'être joueur. Tu vois. Aussi. Tu sens quand le joueur se déconnecte un petit peu. Et c'est, mais là, pourquoi il a pas fait ça, ou ça, il aurait dû faire ça. Et là, tu te dis... Je crois que tu as oublié à quel point en fait c'est dur quoi. C'est tout, tu as tellement de choses à penser. C'est assez intéressant comme question. Les joueurs ils déconnectent alors que c'était ta carrière, c'était ta vie, mais tu as les joueurs qui déconnectent. Après, il y a moi je trouve que tu divises le truc de 2 manières. Soit il y a vraiment le gars qui déconnecte, soit il y a l'entertainment à la Shaq, Charles Barkley, etc. qui vont juste faire de l'entertainment, tu vois. Alors tu sais qu'au fond d'eux, c'est pas vraiment ce qu'ils pensent. C'est seulement, ils sont là pour faire leur vue, ils sont là pour faire leur audience. Tu vois que le mec, des fois, regarde même pas le match. Voilà, tu vois, ils sont là pour faire leur audience et ils sont là pour faire de l'entertainment. Pour Tom Brady, juste, je rajoute un dernier truc. Donc, il s'est amélioré, mais par contre, il y a un sujet, parce que bon, c'est Tom Brady, c'est une énorme stature. Il a investi dans une équipe. Et donc, c'est cool, il est investisseur, il fait partie co-owner ou je sais pas quoi d'une équipe. Mais du coup, ça le limite dans son taf, parce que les commentateurs, ils ont accès à de la data que les owners ne sont pas censés avoir, parce que ça peut donner un avantage compétitif. Donc là, ça a créé tout un sujet. En fait, Tom Brady, il prend un giga chèque pour être commentateur, mais il peut pas bien faire son taf, parce qu'il peut pas être dans certains meetings où tu as des infos sur l'équipe au préalable. Des infos que seulement les commentateurs sont censés avoir. Donc simple. Ça, bon, il n'y a pas de débouché là-dessus. J'ai pas débouché, mais c'est intéressant de le savoir. Tu peux pas avoir le nez partout comme ça. Tu vois. Ouais, c'est clair. Et t'as jamais été frustré que tu vois, t'es fan de foot US et que ce soit pas, tu vois, ça grimpe pas en France Non, moi je suis conscient, j'ai compris, c'est marrant, c'était quelqu'un dans le rugby qui m'a dit « Samy, le foot américain il se développe en Europe, dans des pays où le rugby n'est pas dominant. » Et t'aimes bien le rugby toi d'ailleurs ? Moi j'aime bien le rugby, et en plus de ça, à part regarder le rugby, mais quand je vais au rugby, je suis tellement toujours bien accueilli. C'est fou comment ils accueillent bien, ils t'aident à faire ton taf, je te parle de purement... T'es tranquille pour faire ton boulot. Je sais pas ce qu'ils ont dans ce sport, mais ils savent bien accueillir en général, je pense. Franchement, le rugby, c'est à chaque fois que je dois taffer sur des projets rugby, je m'éclate parce que les gens font tout pour que ça se passe bien. Truc tout con, première fois que je vais filmer le 15 de France, les gars, ils voient ce que je fais sur Internet, ils me font confiance. Mais me faire confiance au point de me filer Antoine Dupont en micro-trottoir sans me connaître, les gars, il n'y a pas d'autres fédés qui me filent leur top gars. Il n'y a personne d'autre qui me file leur top gars comme ça. Sans l'agent, le représentant, le ceci, le cela. Antoine Dupont, il passait, je peux te prendre 2 secondes. Il est resté. Il n'y a pas d'autre sport où il y a ça. Il n'y a pas d'autre sport où il y a ça, tu vois. Donc je kiffe le rugby. Et donc, ce que cette personne m'a dit qui est très vrai, c'est le foot américain, il se développe vraiment dans les pays où le rugby n'est pas dominant. Et à l'échelle européenne, c'est ça. L'Allemagne, je ne vais pas te refaire toute l'histoire, post-Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de présence américaine, le football américain se développe. L'Allemagne est énorme en foot américain. Il y a des stades de 60 000 personnes pour des matchs de foot américain en Allemagne. D'équipe allemande ?
des équipes allemandes qui jouent à l'échelle européenne. Il y a une ligue européenne. Et en gros, la finale, c'est 60 000 personnes dans le stade. Les matchs NFL qui viennent en Allemagne, c'est vendu en 1 heure. Tout est vendu. Incroyable. Tout est réglé, tu vois. Donc l'Allemagne a une énorme culture, l'Angleterre un petit peu. Là, ils sont en train de tester le marché espagnol. Je pense que ça va bien marcher sur le marché espagnol. Et puis la NFL, ça sera facile parce qu'ils ont déjà tout le marché hispanophone de l'Amérique latine. Donc moi, je comprends que ça se développe à la vitesse où ça se développe en France. C'est cool. Il y a des rampes de lancement où ça va un peu plus vite. Il y a des moments où c'est un petit peu plus lent. Le Covid a fait mal. Et tu vois des liens, toi, par rapport à potentiellement la NBA Europe, tu vois, dont on parle, t'as l'impression qu'eux, ils sont déjà un peu... C'est ce qu'ils font un peu actuellement, déjà, non ? Qu'est-ce que tu veux dire par la NBA Europe ? La ligue qu'ils veulent créer qui veulent créer, ouais. Je pense la NFL va pas créer une NFL Europe. Il y en avait une dans les années 2000. Ouais, moi je me souviens de ça un peu. Il y en avait une dans les années 2000 qu'ils ont arrêté. Là, c'est une ligue européenne qui collabore un peu avec la NFL, mais c'est pas vraiment à la NFL. Je sais pas quand ce podcast sortira, cette ligue. Je lui donne peut-être pas beaucoup de futur. Peut-être que ce podcast il sort, la ligue elle n'existe plus. Parce que bon, les magouilles dans le sport, voilà, je ne dirai pas plus. En tout cas, en plus, je connais rien du tout. Genre, je suis vraiment pas beaucoup dans ce... Mais j'ai parlé à des gens qui connaissent. Si la ligue existe l'année prochaine, il y a eu quelqu'un qui est venu sauver la ligue en gros. Mais en gros, non. Mais par contre, cette ligue qui a été très très professionnelle, très bien médiatisée quand même. Les investissements ont été géniaux. Ça a quand même bien agité le monde du foot américain. En Europe, ça a donné... Il y a eu des coachs américains qui sont venus coacher des équipes. Par exemple, le coach de Paris, c'est un ancien gagnant du Super Bowl. Quand même, tu vois, genre, c'est quelque chose. On a 2 joueurs américains par côté de l'équipe, par équipe, tu vois. 2 joueurs en attaque, 2 joueurs en défense qui sont américains. En général, ils font venir des quarterbacks parce que le vivier de quarterbacks là-bas, c'est lunaire comment ils sont beaucoup mieux formés que nous, c'est normal. Mais donc, ça a aidé de fou à développer le sport en Europe, plus en Allemagne. Mais moi, je prends, tu vois, tout ce qui peut développer ce sport, je prends. Et donc, on parlait un peu de tes débuts avec... comment elle s'appelait ? Jeanne ? Ouais, Jeanne qui t'a inspiré. Puis après, tu as ton début de carrière. Au début, quand tu crées une chaîne YouTube, bien sûr, tu n'es pas à 100 000 vues dès la première semaine. Raconte-nous un peu les débuts. On parlait avant en off de Gary Vee. Qui explique un peu aux gens qui c'est Gary Vee, vu que tu m'as dit que c'était un peu ton idole. Gary Vee, c'est marrant. Mon frère le regardait, mais il me disait quand j'étais un peu plus jeune, non, t'es pas prêt à le regarder, donc j'ai dû le trouver moi-même. Je venais de passer mon bac. C'est un entrepreneur américain qui documente énormément ce qu'il fait. Donc pour vous faire vite fait son chemin, il bossait dans le magasin d'alcool de son père, de vin et d'alcool de son père. Il a découvert le marketing sur Internet, il a découvert Internet, il a découvert Google Ads. Il s'est rendu compte qu'il peut acheter le mot vin sur Google pour tant de cents par clic. Il s'est rendu compte que c'est la manière de marketer son magasin la moins chère et la plus efficace à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'il a commencé à faire exploser le business de son père. Et il a testé tous les outils marketing qu'il peut avoir grâce à Internet à ce moment-là, dans les années 2000. Donc le mec, il arrive, il est tout seul, il comprend, ok, il faut que je crée une agence, j'ai une maîtrise que je peux vendre à d'autres boîtes. Papa, ciao, bon courage avec ton truc de vin, je crée mon agence marketing. Et aujourd'hui, le mec, il crée des pubs pour le Super Bowl, pour les plus grosses marques. Enfin, c'est énorme. Il a une agence de sportifs, il a des joueurs en NBA et en NFL. Ça, c'est plein de side business. Tu l'as vu pendant les playoffs NBA au Knicks, il est pas en terrain, là. Ouais, fan des Knicks. En gros, sa plus grosse ambition, c'est pas de racheter les Knicks, c'est de racheter les New York Jets. Il a dit que parce que les Knicks ont gagné un titre NBA et il veut acheter une équipe qui n'a pas gagné de titre pour les faire gagner. Bon, il rachètera pas les Jets. C'est encore un autre niveau de richesse qui ne touche pas. Je crois que le owner des Jets, c'est le CEO de Johnson & Johnson. Tu vois, le owner de Johnson & Johnson dans la pharmacie. Donc c'est autre chose. Mais voilà, c'est mon idole dans ce domaine. J'aime pas le terme idole parce qu'il m'a inspiré. Oui, bien sûr. Il m'a beaucoup inspiré. Il donne vraiment des conseils très simples. Mais c'est un gars où sur ses premières vidéos, il dit que pendant les 5 premières années, il avait quoi, 5 vues par jour, limite, exactement, le maximum. Ouais, parce qu'avant de faire son agence marketing, il a fait des vidéos pour son père. Il a fait une chaîne YouTube. Il teste des vins tous les jours. Et je crois qu'il y a 500-600 épisodes où tous les jours, bonjour, aujourd'hui on va tester celui-là. Voilà, il est comme ça. Voilà le goût, voilà l'odeur, voilà ceci, voilà cela. Il a que dalle de vues. Et il raconte ses échecs, chose que les Américains ils font pas trop. Il raconte bien ses échecs, il raconte bien tout son chemin. Et voilà, il m'a beaucoup inspiré, il m'a donné envie de démarrer. Et c'est ça c'est une autre étincelle, après Jeanne, après d'autres choses, qui m'a donné envie vraiment de commencer ma chaîne YouTube. Et toi, donc, du coup, dans les premières années, tu arrives à rester
concentré et pas te dire, je fais pas de vues, j'arrête quoi. Je dis toujours, j'ai été béni de commencer Internet, pas à l'ère de TikTok où tu commences et c'est dans la culture acceptée, c'est attendu que dans la première année, tu fais déjà de l'argent. Okay. Tu vois, tu fais déjà de l'argent, tu as déjà 100 000 abonnés. Parce qu'aujourd'hui, oui, j'ai été béni de ça parce que moi, j'ai eu la patience de... On teste, ça marche pas, on teste autre chose, on va vers autre chose. Et j'étais trop content. Ma première année, ce que j'aime bien dire, mes potes d'école de commerce, ils me demandaient vraiment, mais pourquoi tu fais ça? Parce que ma première année, je passe de 0 à 400 abonnés en 365 jours. Okay. C'est pas 2 abonnés par jour. Ouais. C'est terrible, tu vois. Ouais. Et j'ai lancé plein de chaînes différentes. Hein. J'avais mon truc de sport. Je pars en échange universitaire au Mexique. Je sais que j'avais pas parlé de sport. Je lance ma chaîne de voyage à ce moment-là. Je fais une vidéo par jour. De sport, j'ai 300 vues et tous les jours je te fais une vidéo, mais c'est là où je m'améliore de ouf. Je me compare toujours à des athlètes parce que je viens du monde du sport aussi. C'est là où je faisais mes shoots, c'est là où j'étais à la salle de sport. Mais moi la philosophie de Gary Vee, parce que je regarde beaucoup ses vidéos, au-delà de création de contenu ou marketing, etc., je trouve sa façon de voir les choses, où souvent il dit, quand il parle à des gens de 25-28 ans et qui dit j'habite encore chez mes parents, il dit mais en fait t'es jeune en fait, parce qu'on va potentiellement tu peux vivre jusqu'à 90 ans. Donc si mais le problème c'est que les gens ils veulent tout vite et en fait tu perds des années, tu perds du temps à vouloir aller trop vite, alors que là c'est marrant parce que quand tu parles de shoot, depuis avant quand tu parles, je pense exactement à ça, toutes les heures que tu passes, et un jour t'exploses et les gens ils disent qu'est-ce qu'il a fait cet été, qu'est-ce qu'il a fait pour exploser, mais en fait non, c'est les 10 ans avant en fait, tu vois, c'est tout ça. Des gars qui me disent t'as tout pété, non, j'ai shooté, j'ai laissé toutes les vidéos sur YouTube, tu vois. Moi par contre je laisse comme ça, tu veux venir voir quand j'étais en galère, tu peux voir, et pour moi c'est mes shoots, voilà, c'est mes shoots. Et non, j'ai pas beaucoup de choses à raconter en vrai. C'est jusqu'à 2020 que je me trouve pas encore, tu vois. Mais t'as jamais eu un moment où tu t'es dit si. J'arrête. Oui. J'ai eu des moments où je me dis je fais des pauses. C'est là où l'algorithme YouTube il est vraiment très fort. À chaque fois que j'ai fait une pause, je voyais quand même mes stats. Je sais pas pourquoi YouTube il poussait une de mes vidéos. Tu vois. Je pense qu'il savait. Oh lui on est en train de le perdre. Vas-y je pousse une de ses vidéos. Tu vois. Vraiment c'était ça. Il y a eu un petit moment où. Mais en fait je faisais des pauses et j'étais en burn-out à ce moment-là parce que je m'étais pas trouvé. Burn-out à cause de quoi? Des réseaux? Burn-out, pas des réseaux, de la création, de toujours taper ma tête contre. Je teste quelque chose, ça marche pas, quelque chose, ça marche pas. Comme un entrepreneur qui teste quelque chose et qui marche pas. Mais c'est vraiment, en fait, c'est parce que je m'étais pas trouvé. C'est comme si toi, sur le terrain de basket, tu sais que t'es bon, tu sais pas t'es spécialiste de quoi, et bah vas-y, je vais tester d'être pivot. C'est pas c'est pas ta spécialité. Vas-y, je vais tester d'être meneur. Non, vas-y, je vais tester d'être coach, tu vois. Et il a fallu que je trouve mon poste. Il a fallu que je trouve mon poste sur Internet. Et quand je l'ai trouvé, par contre, tout relâche. Il y a plus. En effet, j'ai fait des pauses, j'avais envie de tout quitter parce que j'étais en burn-out. Aujourd'hui, je taffe beaucoup plus, mais je touche jamais le burn-out parce que j'ai trouvé qui je suis. Tu vois, et je suis aligné avec qui je suis, donc tu burn-out pas. Et d'ailleurs, c'est quoi un planning type dans ta vie maintenant? Alors, si tu veux, je peux te sortir le calendrier. En fait, il y a des semaines. En fait, c'est simple. Il y a des semaines qui sont chargées en tournage. Il y a des semaines qui ne le sont pas. Tu vois, donc les semaines qui sont pas chargées en tournage, je suis beaucoup à la maison, il y a beaucoup de montage, je fais encore beaucoup de choses tout seul. On peut parler business, de s'entourer et tout, mais je fais encore beaucoup de choses tout seul. Donc voilà, s'il y a des semaines de tournage, je suis sur le terrain. J'aime beaucoup les semaines de tournage parce que j'ai besoin de sortir de chez moi. Plus ça avance, plus j'ai besoin de sortir de chez moi. Moi, j'ai vécu le Covid avant tout le monde. Je bossais déjà de chez moi en 2017. Donc le télétravail de chez moi, je peux plus voir mes murs. Mon appart, je l'adore. Je vais pas déménager pour déménager, mais j'en ai marre d'être chez moi, tu vois. Donc les semaines où je suis en tournage, je suis bien parce que je suis dehors, je bouge. En général, je rajoute, tu vois, des jours, même après le tournage, pour être sur place, pour finir le montage de ces vidéos, parce que je suis infiniment plus efficace à rester sur place et finir le truc. Mais sinon, voilà, j'ai des semaines où ça se passe à Paris. Et cette année, du coup, j'ai fini une grosse année 2024. Je me suis dit, bon, bah ok, j'ai besoin de m'ajouter une activité. Je sentais que dans mon calendrier, je pouvais rajouter. C'est pour ça que j'ai fait le podcast. Comme toi, j'étais inspiré par Mauvaise Langue. Je me suis dit, allez, je viens. Du coup, il faut envoyer des royalties un peu. Voilà, bah, bien sûr. On va en parler plus tard de ton podcast qui est très cool en tout cas. Et tu parlais de montage, donc bien sûr, tu as des collabs avec des marques. Comment tu trouves tout ça? C'est les marques qui te trouvent ou alors tu as un agent? C'est toi qui prends ton téléphone même si maintenant, je pense qu'avec les vues que tu fais, tu n'as plus forcément besoin. Bah, moi, j'ai la chance, tu vois, comme je te parlais des silos, j'ai la chance de ne jamais avoir eu à prospecter. Et c'est toujours les marques qui sont venues vers moi. Et j'ai toujours eu cette politique. En fait, déjà, tout simplement, businessment parlant, si c'est moi qui envoie un mail versus la marque qui envoie un mail, c'est pas la même enveloppe quand on bosse avec une marque.
C'est aussi simple que ça, c'est normal. C'est comme un club, hein, quand toi t'appelles le club ou c'est le club qui vient te chercher. C'est la même chose, vraiment comme tu le dis. Et même avec tout le respect, je sais que je fais du bon taf, mais j'appelle la marque, la boss du marketing, même si j'envoie un mail, je l'appelle. Elle adore mon idée. Leur budget marketing, ils l'ont géré au début de l'année. T'es gentil, Samy, mais tu viens nous gratter un budget. Il faut qu'elle aille ouvrir ses enveloppes, enlever une enveloppe de là, rajouter pour te payer, tu vois. Donc c'est normal que c'est pas le même budget. Donc déjà, businessment parlant, je préfère faire ça. Et j'ai toujours eu l'idée de je vais faire mon truc de mon côté. Les marques viendront quand elles seront prêtes. C'est pas moi qui serai prêt, les marques viendront quand elles seront prêtes. Et en fait, aujourd'hui, donc je bosse avec des marques. Et si jamais j'ai un trou, bon, j'ai pas prospecté, je ne prospecte pas, il n'y a pas de choses qui sont arrivées dans mes mails, j'ai tellement de projets perso, je fais toujours tellement de vidéos perso, parce que c'est quand même important, hein, dans le fil Instagram, c'est important de donner des choses qui sont perso, qui ne sont pas avec des marques. Pas avec des marques, ouais. C'est hyper important. Je bosse sur ces projets perso. Mais c'est OK, tu vois, dans ma manière de bosser, c'est OK de faire ça. Et encore une fois, je trouve que c'est hyper important pour les jeunes créateurs qui démarrent. Ça te permet de te trouver, de ne pas aller chercher des marques trop tôt. Si j'avais eu des marques qui m'avaient trouvé quand j'étais sur YouTube et que je me cognais la tête et que je savais pas quoi faire, t'aurais mis dans une case, quoi. Ils m'auraient mis dans une case et c'est eux qui te mettent dans une case. Aujourd'hui, j'ai la liberté de faire ce que je veux faire. La marque vient me voir et me dit viens faire du Samy chez moi. Et il y a plein de créateurs qui n'ont pas ce luxe, tu vois. Par rapport au budget, par rapport, tu vois, ce que tu racontais avant, si c'est eux qui te cherchent et pas l'inverse, le budget, ils sont calés début d'année, le fait d'être passé dans une boîte comme Michel Augustin, tout ça t'a aidé par rapport à ça, ou tu l'as appris sur le tas? Sujet budget, non, sujet budget, Michel Augustin, j'étais en interne, je gérais pas d'argent avec eux. Par contre, être en freelance, moi de mon côté, et filmer pour des boîtes, ça m'a juste appris à faire un devis, recevoir un retour, avis sur devis, combien on facture X, Y, Z, est-ce que c'est déconnant, est-ce que c'est pas déconnant, selon tel client, selon quelle demande, tu vois. Moi, en fait, ce que je dis aujourd'hui, c'est que je fais exactement le même métier qu'avant, c'est juste qu'il y a de l'influence au-dessus. Genre, je fais des vidéos, il se trouve que cette fois-ci, les vidéos, c'est ma tête, et que c'est diffusé sur mes canaux. Mais avant, je faisais des vidéos qui étaient diffusées sur leurs canaux avec leur tête. Pas grand-chose qui a changé. Donc en fait, ça m'a bien formé. C'est pour ça, en effet, comme tu dis, j'ai pas d'agent. Je gère les deals moi-même. Je gère tout l'aspect commercial moi-même, la facturation moi-même, le montage moi-même, ceci, cela. Là où d'autres créateurs qui démarrent, ils ne gèrent que la création. Oui, bien sûr, il n'a jamais reçu un brief d'un client, faire un retour, s'aligner, les bons mots à dire, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai su faire sur l'autre métier d'avant, quoi. Et est-ce que tu as déjà eu des collabs avec des marques? Au niveau financier, tu peux pas refuser. Et vraiment, tu trouves le truc éclaté. Tu vois, c'est la marque, elle te plaît pas, c'est nul. Non. Je ne fais rien, il n'y a rien sur mes réseaux qui est éclaté. Il y a forcément un endroit où je trouve du plaisir, une chose où je trouve du plaisir, un moment où je trouve du plaisir, un moment où je suis fier de cette vidéo, tu vois. Mais tu vois, la marque, tu la trouves la marque nulle, enfin, c'est une marque avec tes potes, tu t'es toujours dit non mais ça c'est... Ah non, et là ils arrivent et ils ont un budget et là tu te dis là je peux pas refuser. Non. Avec tout le respect, j'ai toujours refusé les marques avec lesquelles je suis complètement pas aligné. Sinon, non, il n'y a aucune marque avec laquelle je n'étais pas aligné du tout. Tu vois, Bilal Bull Gates, ce qu'il disait lui, c'est que... Il a pris des trucs qui... C'est que lui, il dit en gros, si j'ai pas envie de faire un truc... Je facture hyper cher. Et si vraiment... Et généralement, ils vont dire non. Mais si vraiment, autant pour le coup... moi, c'est si le projet est naze. Mais si la marque me parle pas, vraiment, je vais pas le faire. Mais par contre, si la marque ou le projet est pas ouf, je vais facturer très cher. Et s'ils disent oui, ils disent oui, tu vois. Mais j'ai quand même des no-go, tu vois. Je peux le dire ouvertement. Hein. Peut-être que je me mets une balle dans le pied sur le truc Air Up, le truc où tous les influenceurs ont eu un placement Air Up. Inoxtag l'a eu dans son documentaire. C'est les gourdes où tu mets de l'eau et juste il y a une diffusion d'odeur qui te fait croire que tu bois quelque chose d'aromatisé. Je suis désolé, mais je trouve le produit absolument éclaté. Et on m'a proposé des trucs Air Up et j'ai dit non. Et je dirai toujours non. Et je pense que je me mets une balle dans le pied parce que je pense qu'ils ont un beau budget marketing. Ils ont un beau budget. Je pense qu'ils ont un giga budget marketing. Mais en fait, quand le produit me paraît vraiment, vraiment nul, je veux pas pousser à mes abonnés un produit que je trouve éclaté. Tu vois. Donc non, ça je le ferai pas. Bon, si Air Up veut que je fasse une vidéo, pour 1 million. Si Air Up veut sponsoriser Mauvaise Langue, par contre... Je vais pas te mentir, je savais pas ce que c'était Air Up il y a 2 minutes. Mais... c'est ça, c'est un super produit pour le podcast Mauvaise Langue, peut-être pour toi, mais non, moi et en parlant d'argent, tu peux le dire ou pas, tu gagnes combien?
Tu vois, là, je fais tout ce que j'ai rêvé de faire un jour. Dès que tu arrives, tu vois des podcasts, tu vois souvent avec Zachary Rizaché. J'ai l'impression que pendant un mois, je voyais que des mecs dire bon, alors Zachary, tu gagnes combien? Tu gagnes combien en NBA? Donc là, je dis bon, je vais la sortir à Samy. Bon, Samy, tu gagnes combien? Oh là là, mais moi, j'ai même pas étudié comment ils font pour dévier ces questions. Je sais pas comment ils font. Je gagne bien ma vie. Je suis content de ce que je gagne. Je peux bien vivre. Je nourris bien l'URSSAF. Aussi. Non, j'ai pas envie de dire ce que je gagne. Je gagne bien ma vie. Ça varie beaucoup. Ça varie vraiment beaucoup. T'as des mois où tu manges bien, t'as des mois où tu manges moins. C'est vrai que ça, c'était une autre question. Toi, t'es aussi, je sais que tu parles beaucoup de finances personnelles, ça te touche aussi. Tu connais les gars de Finari. Ouais. Comment, tu vois, c'est un métier où de temps en temps, tu vas avoir des grosses périodes, des gros contrats. Et après, comment tu arrives à vivre ça? Alors, t'as peut-être pas d'enfants, etc. Mais je sais pas. Hein, non, j'ai pas d'enfant, mais c'est intéressant ce que tu dis. Ce que je peux dire qui est plus intéressant de combien je gagne, c'est pour ceux qui étudient le business et qui voient les choses. J'ai la chance d'avoir un business qui me coûte quand même très peu à opérer. Okay. Tu vois, mes caméras, je les ai achetées, mon matos. Alors oui, j'ai beaucoup de matos. J'ai énormément de matos, ça, j'ai pas de souci à le dire. En 7 ans, j'ai dû accumuler 40 000 € de matos. Tu vois. Okay. Mais quand je le compare à un dentiste, 40 000 € c'est son siège ou je sais pas quoi, tu vois, je peux pas te dire. Donc j'ai de la chance d'avoir un business qui me coûte pas énormément cher à opérer. Donc je fais des belles marges. En gros, faire une vidéo de plus me coûte pas très très cher, tu vois, par rapport à ce que je peux facturer, par rapport à la valeur que j'apporte à une marque. Je gagne bien ma vie. Par contre, la marque, elle est très contente de payer ce qu'elle me paye. C'est aussi simple que ça. Si je valais pas mon prix, j'aurais pas autant de gens qui me bookent. Tu n'aurais plus de boulot depuis longtemps. Ouais, c'est aussi simple que ça. Et je reviens sur le Gary Vee en particulier qui parlait. Il fait des public speaking, des prises de parole en public. Il disait comment il a découvert son prix en fait. Et c'est un petit peu pareil. Je suis pas un spécialiste du marketing. Tu vois. Par contre, j'ai pas été en agence. J'ai pas eu de gens qui peuvent m'analyser mes chiffres, de me dire ok Samy, tu devrais coûter tant. Non, moi j'ai découvert mon prix en annonçant mon prix à des marques. Ok, il a dit oui tout de suite. Ok, bah peut-être que je vaux un petit peu plus, tu vois. J'ai eu des trucs où je me dis, j'ai eu des trucs où je tremble en envoyant le mail. Je tremble en envoyant le mail. Au début, hein. Ça doit être dur de savoir. Mais bien sûr, mais moi je le prends comme des shoots. Ok, bon bah ça m'a coûté la différence de ce qu'il aurait pu me payer, ça m'a coûté ça, mais j'apprends, tu vois. Et il y a eu des mails où j'ai envoyé un chiffre qui me faisait peur. Le mec il répond en 20 minutes, oui. Ça veut dire qu'il avait bien 25%, 30% de plus à me donner. Et là, à la fois, t'es content. Tu sors le champagne, mais à la fois, tu te dis bon. Exactement. Quand il répond trop vite, ok. Oh, fais chier. Mais c'est le jeu, tu vois. Il y a vraiment une vidéo de Gary Vee où il dit le premier public speaking qu'il a fait, il a dit 5000. Et le mec, il a dit deal, c'est pour un speech de 30 ou 60 minutes. Il a dit oh putain, deal un peu trop tôt. Bah non, c'est pour un speech de 15 minutes, tu vois, il a mytho. Mais bon, voilà, c'est la même manière que j'ai eu, parce que j'ai pas eu d'agent, tu vois. Aujourd'hui, j'ai trouvé à peu près ce que je vaux, et voilà, tu vois. Et ce que je vaux n'est pas la même pour différents clients, tu vois. Ça s'adapte, tu vois. Ouais, je pense que c'est un peu pareil dans le sport. Au début, tu as des joueurs, des fois, qui signent très vite parce qu'ils se disent, bon, ils sont un peu angoissés, etc. Et tu en as d'autres qui sont prêts à prendre plus de risques, à attendre plus longtemps. Un joueur n'a pas la même valeur en France qu'en Arabie Saoudite, tu vois. C'est normal. Le client n'est pas le même. Ouais, c'est vrai. Et en parlant de collab, il y a eu les JO l'année dernière, vraiment le boom du sport en France. Toi, tu étais un peu partout. Ouais, franchement. Tu étais partout, tu t'es régalé. Ouais, je me suis régalé. Je pense vraiment que, avec tout le respect pour tous les athlètes avec qui j'ai vécu des moments de malade, incroyable, tout était ouf. Je pense que mon meilleur souvenir, c'était les 3 jours avant la cérémonie d'ouverture. Ok. J'avais la chance, tu vois, j'ai bossé pour ça, je suis fier, j'ai mon accred, tu vois. Genre, l'accred, il y a de la fierté parce que c'était mon objectif depuis 2 ans, quoi. J'ai mon accred, donc je peux passer partout, tu vois. Ils avaient fermé tout Paris avant la cérémonie d'ouverture. Je me suis fait une soirée entière en vélo électrique dans Paris, mais des rues de ouf, tu vois. Qu'est-ce que c'est beau Paris, il fait beau coucher de soleil. Incroyable. Et j'ai Paris à moi tout seul, je te jure. Il y a que des gens de la sécurité qui sont en train de déplacer des trucs, mettre des trucs. Je suis sur mon vélo, j'ai mon accred. Je me suis fait des soirées à faire du vélo pendant 2 heures. Et je me dis, c'est magnifique Paris. C'est magnifique. Et donc là, c'était un moment de ouf. Après, il y a tout le reste, bien sûr, mais c'est un moment privilégié, quoi. On m'a prêté Paris, quoi. C'est ouf. Ouais, et puis en plus, tout le monde était vraiment sur la même longueur d'onde. C'est vrai que moi, je suis venu voir voir le quart de finale, 1 ou 2 événements. Mais c'est vrai, même il y avait beaucoup moins de monde dans les rues pour marcher. Tu dis c'était vraiment tout s'est aligné, quoi. C'est la fête de l'école de la fin d'année. Je sais pas, tu vas à la fête de l'école de tes gamins. Alors moi, c'est ce que je dis tout le temps, mais moi, le quart de finale contre les Canada, j'ai trouvé qu'il y avait de la tension, mais je suis allé voir beach volley,
je suis allé voir le 3-3. Oui. J'ai l'impression que c'était la kermesse. Ah, c'est pas pareil. Tu vois ? Parce que tu vas voir le basket, t'es attaché. Non, mais même, tu vois que les gars, ils ont. Enfin, je sais pas, tu sentais de la tension. Tu sens de la tension, mais par contre, le reste. Mais j'ai l'impression que c'était la kermesse. Tu vois ? La fête. C'était trop bien. Quand tu parles de fête de l'école, c'est pour ça que ça m'a fait penser. Sans manquer de respect aux athlètes, tu vois. Non. Mais. T'as vraiment l'impression que les gens. Non, mais c'est la fête qui du gagne, sport. qui perd, on s'en fout. C'est vraiment la fête du sport, tu vois. Mm. Surtout quand tu vas voir une équipe qui n'est pas équipe de France. Mm. À partir du moment, c'est la fête du sport, tu viens passer un bon moment. Et t'as senti un après JO aussi ? Sur moi, sur la France. Sur toi, sur aussi le fait que, bon, je sais que l'année dernière, tout le monde avait des budgets à mettre dans les JO. Maintenant, ça va peut-être être un peu plus compliqué. On peut parler de plein de choses. Personnellement, avec toute proportion gardée, enfin, même proportion gardée, tu le jugeras, t'es sportif. J'ai vécu le blues du post-JO comme les athlètes, en fait. Parce que j'ai bossé pour préparer ces JO comme un athlète depuis des années, pour être prêt. J'ai vécu les JO. Et moi, ce que je dis par rapport aux athlètes, c'est que j'ai de l'affect avec plein d'athlètes que j'ai pu rencontrer. Et en plus de ça, mon game day à moi, les athlètes des JO, c'était un jour ou deux. Allez, tu vois. Bon, le basket, c'est sur plus de jours, mais la plupart des jeux, c'est... Moi, mon game day, c'était pendant tous les JO, tu vois. Et donc, je faisais ça. Et à la fin des jeux, j'ai le blues comme tous les athlètes, tu vois. Ils ont préparé ça pour un moment. Et je te jure, je livre ma dernière vidéo après la cérémonie de fermeture. Chez moi, bam, je livre la vidéo. Je m'allonge par terre. Je fais maintenant quoi ? Vraiment, le maintenant quoi qui me met une gifle, quoi. Et ouais, le blues des JO, je l'ai vécu comme un athlète, tu vois, je pense. Après, tu peux parler au sujet business. Ouais, toutes les marques, en fait, l'année 2024 a été beaucoup plus organisée. Ah ouais, les marques, ils ont dépensé beaucoup d'argent. Ils savaient ce qu'ils voulaient faire à tel ou tel moment. En vrai, le plus gros, c'était avant les jeux, parce qu'ils avaient plus le droit de communiquer. Après, t'as le CIO qui arrive, qui dit, les gars, le CIO, ils disent, les gars, vous allez au Club France, vous avez le droit de parler au Club France, sinon, tout le monde la ferme. Tu vois, personne qui a le droit de faire un micro-trottoir dans la rue, tu vois. C'est vrai que c'est toujours abusé de penser à ça, notamment des athlètes où il n'y a pas forcément d'argent dans leur sport, que pendant le plus grand moment de leur vie, ils peuvent pas en profiter, quoi. Les athlètes, ils me racontaient, ils sont limités de ouf, mais bon, tu joues le jeu, et c'est ok, hein, moi je trouve ça ok. Par contre, l'année d'après, en fait, il y a d'autres marques qui sont revenues dans le sport, d'autres marques qui pouvaient pas se placer sur les JO, d'autres sports qui savaient que c'était pas leur moment. Le sport automobile a un peu moins dépensé à ce moment-là parce qu'ils savaient que c'était pas leur moment pendant 2024. Donc tu vois, c'est des budgets qui se sont un peu redéplacés sur 2025. Donc l'année 2025, elle est moins organisée au sujet des marques dans le sport. Mais par contre, il y a quand même des choses à faire. C'est un peu plus dur, mais il y a quand même des choses à faire, des trucs intéressants, d'autres marques qui viennent, d'autres choses à faire. Donc voilà, mais voilà, tu vois, les grosses têtes qui ont dépensé énormément pendant les JO, c'est normal, ils rebaissent un petit peu, tu vois. Et lors de ces JO, enfin, je dis lors de ces JO, mais même en général, c'est quoi pour toi la plus belle rencontre sport que tu as fait ? Là, je te parle vraiment grosse tête, tu vois, tête d'affiche. Après, je peux te poser la même question sur l'affect que tu pensais pas forcément et que tu as pris du plaisir. Mais déjà, tête d'affiche où tu as senti un peu de stress. Tu vois, j'en parlais à Rémi l'année dernière, où il me disait quand il y a un Kobe, bien sûr, que tu stresses. Tu vois. Toi, c'est qui pour toi, ça ? La plus grosse tête, on peut pas appeler ça une rencontre d'avoir checké des gars, hein, d'accord. Hein. Il y a quand même... Pose une petite question quand même au moment où tu étais là pour le... Il y a quand même Curry et LeBron qui passent, je check les deux back-to-back. Tu vois, j'ai vraiment la vidéo où je check les deux back-to-back. C'est quelque chose quand même. C'était un de mes seuls jours off des jeux. Jours off des jeux, c'était pendant les poules. Je suis monté à Lille, j'ai pris la voiture, je suis monté à Lille, je monte la crède, vraiment, et je suis redescendu le soir même, tu vois. Bon, voilà, ça c'était cool, mais c'est pas une rencontre. Et donc ils sont passés, bam bam. Bam bam, ciao, et puis ça dégage. Tu vois. Sinon, je vais te diviser le truc en deux. Il y a Teddy Riner, clairement. Teddy Riner, je l'avais déjà croisé avant, je le croise pendant les jeux, il y a vraie interview avec lui. Je suis sa dernière interview avant qu'il parte en vacances. Genre vraiment, il fait tout son tour média. Et ensuite il passe chez Decathlon, son partenaire, et voilà, c'est la dernière interview avant qu'il parte en vacances, donc je suis vraiment le dernier. Et puis il y a un bon moment, tu vois, parce que voilà, il me reconnaît. Après Teddy Riner, il sait y faire, hein, n'importe quel média il met à l'aise, donc voilà, il y a un bon moment, il y a un truc qui se passe. Et après je suis pas en mode tremblant. Mais tu peux aussi te dire peut-être qu'il est saoulé, je suis le dernier. Par contre oui, je cogite en y allant. Qu'est-ce que je vais poser comme question ? Parce que là, il a fait 200 médias. Hein. Il a fait tous les médias, il a fait toutes les télés, toutes les radios, toutes les ceci, toutes les cela. Les questions ont toujours été les mêmes, mais en même temps, j'ai Decathlon qui me demande, bon, Samy, il faut parler de sa médaille. On a besoin de notre vidéo où on parle avec Teddy de sa médaille. Donc voilà, on s'arrange et j'essaye de trouver un angle où il passe un bon moment. On s'en est sorti, ça va, c'était cool. Mais voilà, c'est ça la plus grosse tête, je pense, pendant les jeux. Mais par contre, le moment avec une grosse tête avec qui il y a eu quand même
une vraie connexion. Il y a une marque qui m'a booké pour être host d'un podcast, d'un truc que je produisais pas pendant les Jeux. Ça, c'est un truc où j'ai juste balancé un petit vertical disant hey, ça existe. Et du coup, j'ai pu m'asseoir quand même 30 minutes avec Iga Swiatek. Du tennis qui massacrait Roland Garros à ce moment-là. Elle a pas gagné le dernier, je crois. Et du coup, je sais même pas si elle a gagné au JO. Je crois qu'elle a peut-être fait médaille de bronze. Mais par contre, tu vois, c'était des podcasts de 30 minutes. Tu t'assois face à quelqu'un. Tu t'assois face à quelqu'un quand même. Et donc, il y avait 5 athlètes, 30 minutes avec elle, l'homme le plus rapide d'Afrique, Ferdinand, j'ai perdu son nom de famille. Non. Pas le footballeur. Non, sprinter. Okay. Et il y en a 2 autres que je cite pas forcément. Il y a le gagnant du breakdance à Paris, tu vois. Le gagnant médaille d'or. Je m'assois face à lui. C'est 30 minutes, tu vois. T'as 30 minutes, c'est quand même quelque chose, tu vois. Donc, je pense que c'est ces 2 moments, tu vois. Mais par contre, avec toute proportion, il faut que les gens se rendent compte, j'ai plus le truc de... je suis stressé. À ce moment-là, c'est 15 jours de JO, que ça soit Teddy Riner, LeBron James, tu me donnes n'importe qui, j'arrive, je fais mon taf. Vraiment, j'arrive, je fais mon taf. Ah tiens, si, tu veux savoir qui m'a fait un petit... Pendant les JO, on n'a pas parlé, mais on s'est vu de loin. Je suis au match du coup des USA. Il y a les filles, équipe de France filles, qui regardent et qui sont de loin. Et je check Sarah Michel parce qu'on avait déjà tourné des trucs ensemble. Tu vois, salut, tu vas bien. Je me rassois et de loin, en fait, il y a juste Marine Johannes qui fait à Sarah Michel. C'est qui t'a checké et elle se retourne vers moi et je la regarde. Elle me fait coucou, tu vois, Marine Johannes. Moi, ça m'a fait quelque chose. Marine Johannes, elle sait qui je suis. Parce que moi, je l'ai jamais croisé. Tu vois, ça le fait quelque chose quand c'est un athlète que t'as jamais croisé. Putain, Marine Johannes, elle sait qui je suis. Ça t'a fait plaisir. Ouais, ça m'a fait grave. Franchement, ça m'a fait quelque chose. C'est vraiment la dernière personne qui m'a fait ça. Le Bron Écurie, il savait qui t'étais. Je pense, c'est sûr. Oh, are you Unseen Sammy? Et en dehors des gens un peu plus connus, est-ce que t'as déjà eu vraiment... T'es allé en tournage avec un athlète ou une autre personne et là t'es ressorti du truc avec un peu l'esprit retourné en te disant waouh, lui il est vraiment cool. J'ai eu de la chance en fait avec les partenaires qui m'ont fait confiance pendant les Jeux, du EDF, du Décathlon, du Carrefour, je peux en citer plein. Ils avaient tous leur team d'athlètes, tu vois. C'est la manière marketing simple avant des Jeux, hein. Tout le monde signe ses athlètes, tout le monde signe sa team athlète, ils font des réunions, c'est des media days, tu vois, ils font des réunions, ils les font kiffer un petit peu, c'est des media days, donc j'ai eu l'occasion d'interviewer des gens 3, 4, 5 fois sur l'année qui mènent les Jeux, tu vois. Et donc c'est des gens avec qui tu formes vraiment quelque chose, tu vois. Et donc je te donne un exemple en particulier, après il y en a d'autres. Marie Patouillet, paracycliste, on a vraiment bien matché. À chaque fois que je discute avec elle, c'est comme avec toi, chaque fois que je discute avec elle ou toi, je ressors plus intelligent. Ça me fait vraiment quelque chose, tu vois, c'est un kiff. Et donc avec elle, gros kiff, je vais paracyclisme, je crois que c'était le premier ou deuxième truc que je couvre des Jeux paralympiques. Déjà, il y a de l'affect, c'est à 20 minutes de là où j'ai grandi. J'y vais, je l'avais déjà interviewé là-bas. Mais quand c'était pas du tout les Jeux, tu vois, on était au milieu de la piste et je me pose avec sa famille pour la regarder performer. Elle gagne la médaille d'argent, je descends, je suis la première personne qui vient checker. Ça tue, tu vois. J'ai vu tout le processus, comment elle se prend la tête, comment elle véhicule des valeurs, comment elle véhicule. Je fais ça pour la performance, je fais ça aussi pour véhiculer des messages. Et derrière, elle pète le truc et je suis là, je la check et on l'a vécu ensemble ce chemin, tu vois. Donc ça c'est un des moments hyper forts. Après, toute proportion gardée, je te donne juste un petit exemple. Championnat de France d'athlétisme, je me pointe, je rencontre Bérénice qui amène ses perches. On passe 10 minutes ensemble, ça devient ma mascotte de ma vidéo. Et je me pose et littéralement je pose mon trépied en bas de là où elle saute à la perche. Et pendant tout le reste de la soirée, c'est juste une vidéo fixe de moi qui réagit à ces trucs. Gros feeling avec elle. Mais toi, t'as ça. En une journée. T'as ça aussi en toi, tu vois. Tu communiques bien avec les gens. T'es vraiment. C'est pas posséder le mot, c'est. Je sais plus maintenant, pas posséder, mais... Je donne l'occasion aux gens de créer du lien, mais c'est pas moi qui crée le lien. C'est très important. Mais t'as ça, et puis t'as aussi une certaine forme de... T'as pas peur de... Curry ou LeBron, tu serais à leur parler comme si... tu vois, je parlais de Bill Gates avant, c'est des gens comme ça qui... Pour moi, c'est une vraie qualité, c'est une espèce de grinta comme ça, tu vois. Ça se développe. Et justement, je voulais te demander, c'est une vraie question, d'où ça vient? Je viens t'interviewer toi, je suis pas encore à l'aise. Ok, Yannico... En vrai, je suis pas encore à l'aise quand je fais mes premières interviews Puma avec toi. Non, ça se développe. C'est un muscle, quoi. C'est juste un muscle.
à un moment, tu te dis, ok, est-ce que ce stress m'apporte quelque chose? Non, je suis pas meilleur si j'ai ce stress. Je suis mieux si je suis détendu et que je le traite comme monsieur tout le monde. Genre juste, je vois mon produit fini, je me dis, Samy, ce stress, il te sert à rien. Vraiment, il te sert à rien. Alors bien sûr, ça prend du temps à l'enlever parce que tu penses bien toujours, sûr, mais à force, tranquillement, à force de faire cette expérience, c'est comme moi quand j'étais gamin, prendre un shoot, un match de basket quand je suis dans mes premières saisons, je suis en stress de mais si je le marque pas. Il y a plein de gamins se disent si je le marque pas. Et au final, souvent, tu expliques aux gens, tout le monde s'en fiche. Hein. Je vais te rassurer. Il y a vraiment personne sur le banc qui va penser pendant allez, ok, tu le rates, dommage. Mais ensuite, les gens, ils passent à autre chose. Et pareil, tu vois. Et même l'athlète, il passe un meilleur moment si je suis détendu, tu vois. Juste. Mais c'est marrant parce que tu vois, c'est intéressant que tu dises que ça se développe parce que souvent, les gens. Parce que moi, je trouve que c'est une super qualité que moi, j'ai pas forcément à la base. Et souvent, je leur dis, regardez. Aux gens, je leur dis ça c'est une qualité, il faut le développer si tu veux. C'est un muscle. Et les gens ouais mais moi je suis pas comme ça. Tu vois le truc? C'est se cacher derrière ses excuses. C'est vraiment se cacher derrière ses excuses de dire moi je suis pas comme ça. C'est ce que je me disais au préalable. Ah ouais non, moi je vais pas lancer YouTube, il me faut un vrai concept. Non, c'est une excuse, t'as peur du jugement des autres. Va lancer ton truc, tu trouveras ton concept plus tard. Pour moi, ça, c'est une excuse. Je dis aux gens, c'est un skill vraiment important pour n'importe quel entrepreneur de savoir parler face à la caméra. Ah ouais, mais moi, face à la caméra, je suis mieux face à des gens. C'est une excuse. C'est un skill, ça va changer ton business si tu sais parler face à une caméra. Arrête tes excuses, va te poser dans ta cam. Et d'ailleurs, en parlant des autres, souvent, tu vois, moi, je regarde les autres joueurs de basket, je regarde comment ils s'entraînent, je pique des idées à droite à gauche. Est-ce que toi, tu piques des... Enfin, piquer, c'est un grand mot, tu vois. Est-ce que tu t'inspires... tu vois, de contenu que tu vois sur les réseaux Totalement, tu vois, genre, moi je le dis, j'ai toujours été fier de dire que sur TikTok, je suis, entre guillemets, le premier Français à avoir parlé sur TikTok. Quand j'arrive sur TikTok en 2020, je m'identifie pas du tout. Je scrolle, il y a des vannes, il y a des danses, je comprends pas comment moi je peux m'inscrire. Je dis que je suis le premier Français, c'est faux, mais je suis le premier influenceur, je pense, à avoir vraiment parlé sur TikTok. Mais par contre, qui m'a inspiré, du coup, à qui j'ai piqué ça? Mais en fait, en 2020, Patrick Mouratoglou, quand il fait des cours de tennis, il est mic'd up, il a un micro sur lui et il donne des conseils. Mais j'arrive sur lui, dès la première vidéo, ça m'explose la tête, ça m'unlock un truc. Attends, on peut parler sur ce réseau? Attends, on peut faire des vidéos verticales où on raconte une histoire en 1 minute? Mais en un TikTok, bam, ça m'a débloqué. Ok, j'y vais, c'est parti. Et j'ai pris ma caméra le jour J, je raconte un truc, je poste. Bah oui, les gens, ils explosent leur crâne, il y a quelqu'un qui leur parle. Tu vois, ça, à ce moment-là, personne ne parlait. Maintenant, il faut parler, tu vois. Et donc, ça a été un truc, et je suis très content. J'ai pu lui dire à Patrick Mouratoglou, j'ai pu aller le voir et lui dire, hey, t'as changé ma carrière sur un truc. Tu l'as interviewé quand? Je l'ai pas interviewé. J'ai croisé à Roland Garros, finale de Roland Garros, c'est le moment où il est occupé, il fait le tour de stade. Je l'arrête. Je pense que ça a été, franchement, je regrette d'un truc, c'est que je lui ai rien demandé. C'était mon meilleur pitch de ma vie. Genre, tu sais, je l'ai pris 15 secondes, tu vois, physiquement, pareil, il se fait arrêter, mais il fait un truc, il est physiquement comme ça. Je lui balance mon truc, il a totalement tourné vers moi. À ce moment-là, je lui demande quelque chose. Il me dit oui, tu vois. Je n'ai pas demandé à ce moment-là, tu vois. Et même, je cultive ce truc de maintenant, je demande pas forcément quelque chose quand j'arrête quelqu'un parce que ça permet de cultiver une bonne image. Sûr, Lui, je le recroise demain, je sais qu'il se rappellera. Et si je demande un truc la deuxième fois, c'est mieux, tu vois. Mais ouais, voilà, j'ai pu lui dire salut, tu m'as changé ma carrière juste avec ça. Et je lui ai dit, et je te félicite, pas pour le contenu, je te félicite d'avoir donner le pouvoir et la confiance à ton community manager de le faire, parce que je suis sûr que cette idée vient pas de toi, t'es pas un mec du marketing. Je lui dis comme ça, je le traite pas de génie, je dis hey, je sais que t'es pas un mec du marketing, il y a ton community manager qui est venu te voir et qui l'a proposé et t'as pas eu peur de le faire. Et bravo, et garde ça sur internet, tu vois. Et lui, il est hyper fort, franchement, dans le coaching, sur internet, sur les réseaux. Je regarde. Hyper lui, j'ai l'impression fort. que c'est vraiment un gars où 50% des gens l'aiment et 50% vont vraiment le détester, tu vois. Mais par contre, il a donné le pouvoir, en anglais ils disent empower, il a donné le pouvoir à son CM de tester des choses. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Et c'est quoi maintenant la suite pour toi? Tu sais exactement qui t'es, comme tu dis, tu as trouvé ton poste de jeu. Ouais, exactement. Voilà. Tu as démarré ton podcast. Ouais. Parle-nous un peu de ce podcast. C'est un truc, tu vois, moi par exemple, le podcast, je voulais le faire parce que j'avais envie de rencontrer des gens et que même des potes à moi que j'ai interviewés l'année dernière, tu te rends compte qu'en fait tu les connais pas et que ça te permet de grandir, faire découvrir des personnes à des gens. Mais c'était aussi moi une certaine façon de me dire, j'ai pas envie dans 20 ans de me dire j'aurais pu en faire un.
Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. J'aurais pu en faire un et ouais, c'est facile. Alors qu'en fait, je me rends compte que c'est super dur. Tu vois? Ah ouais, c'est quoi qui est vraiment dur? Moi, c'est plus la planification, tu vois. Entre vrai. les entraînements, c'est pour ça que j'essaie d'en tourner beaucoup plus l'été. L'intersaison. Parce que dans l'année, c'est compliqué. Alors, si maintenant tu joues à Paris et que tout le monde transite par Paris, c'est peut-être plus simple d'avoir les invités, etc. Ouais. Ah ouais, toi. À Limoges, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Toi... Mais c'est ça, c'est aussi au début, tu vois, je me suis dit, ouais, je vais juste prendre un micro, poser avec un gars, on va parler pendant 1 heure. Et là, tu te rends compte qu'en fait, c'est compliqué, qu'il faut préparer. Ouais. Mais en tout cas, ça apporte beaucoup de choses. Toi, c'était quoi un peu la façon de penser, de te dire, bon, bah, tu disais, t'es déjà bien occupé. Est-ce que je vais avoir assez de temps ou pas? Comment ça s'est passé? Ouais, bah en fait, voilà, c'est 2025. J'avais toujours voulu faire un podcast. 2025 arrive. Les jeux sont passés, mon année est un petit peu plus tranquille. Je me dis que j'ai cette fenêtre d'opportunité. Par contre, je traite ça vraiment comme un side business. Je grandis, je fais mon business sur mes vidéos verticales où je raconte des histoires de sport. Mais du coup, ok, il faut que je traite ce podcast comme un side business. Je ne peux pas lui donner l'attention que je donne à mes vidéos verticales. Donc ça veut dire, je tourne chez moi par rapport à toi où tu dois te déplacer, tu dois ceci, cela. Ça veut dire, mon setup ne bouge pas. Ça veut dire, je fais le moins de montage possible. Je fais le moins de post-production possible. Voilà, j'essaie de rendre ce business le plus simple possible. Fluide, ouais. Et ensuite, plus tard, je le rendrai peut-être plus... Mais je voulais vraiment que le cœur du truc soit le plus simple. Et je vois que l'audience, c'est ça qu'ils aiment. Hein. Vraiment, l'audience, ils sont vraiment contents de... Je pense que moins tu mets de montage, plus tu laisses fluide, Exactement. des blancs, des fautes de français. Exactement, les gens adorent ça. Donc ça, c'est ça la stratégie. Je trouverai peut-être un sponsor, un partenaire plus tard. Et la vision, en vrai, la vision, c'est... éventuellement, j'ai moins envie d'être sur le terrain tout le temps à courir partout. Je veux fonder une famille, je veux ceci, cela. Truc tout con, hein. Les 2-3 premières années de mon gamin, si je peux gagner autant ma vie à faire le podcast, et je le dis sur internet, les gars, vous allez me voir sur le terrain 1 fois par mois ou 2 fois par mois et plus autant, je peux passer du temps avec mon fils sur ces 2-3 premières années de vie avant qu'il aille à la maternelle et puis allez, après je ressors la tête de l'eau. Bah ouais, j'aimerais bien, tu vois. C'est cool d'avoir un truc où je suis à la maison, je fais mon truc et puis voilà. Par contre, je te félicite, toi, par exemple. Toi, tu fais vraiment un travail journalistique, tu vois, sur tes guests. Je suis venu, tu m'as posé 2-3 questions. Est-ce qu'on parle de ça? Est-ce qu'on parle de ça? Ceci, cela. Moi, tu vois, c'est une chose que je fais pas. Moi, l'essence de mon podcast, c'est une discussion comme si on prenait un café ensemble. Ouais. Mais tu prépares rien? Je prépare presque rien. Vraiment presque rien. Je prépare des thématiques. Je dis aux gens même, viens et si t'as des questions pour moi, viens. Mais j'avais regardé ton podcast avec Thomas de First Team. Ouais. Et j'avoue que ça partait, je me suis dit, mais comme tu dis, une discussion, tu vois. Et c'est vraiment une discussion. C'est ça que je veux parce qu'il y en a déjà plein des podcasts qui font des interviews. Raconte-moi ton parcours, raconte-moi d'où tu viens, raconte-moi tes points de vue, qu'est-ce qui t'a inspiré. Il y en a plein qui le feront, il y en a plein qui le feront mieux que moi. Moi, c'est vraiment une discussion, c'est la discussion que j'aimerais avoir. Vraiment, en fait, je me suis rendu compte sur Internet et même dans l'entrepreneuriat, quand tu résous ton problème à toi, tu te rends compte que tu résous le problème de beaucoup d'autres gens. Et donc du coup, moi, ce que je veux, c'est pas m'asseoir avec Thomas et avoir son parcours. Il en a fait 10 des podcasts qui feront mieux ça. Et je suis pas journaliste, je fais pas ces travaux journalistiques. On va partir dans tous les sens, mais par contre, il y aura des petites pépites. Ouais, puis en plus, t'interagis avec les gens. Exactement. D'ailleurs, ta communauté, toi maintenant, t'as quand même une belle communauté. Est-ce que t'arrives des fois aussi à prendre du repos? Tu vois, et te dire, bon, bah, tu vois, de vraiment couper. Couper complètement? Sans avoir ce truc de te dire, bon, bah, ça se trouve, tu vois, la communauté, elle va peut-être partir, ou je sais pas, tu vois, mais. J'ai plus peur de la communauté va partir, j'ai plus peur de tout va tomber à l'eau, j'ai plus peur de. Genre, vraiment, je te dis, si demain, il y a mon compte Insta qui tombe ou je sais pas quoi. Par pitié, les hackers, ne faites rien, c'est bon, laissez-moi bosser. Il y en a eu un dernièrement là qui est tombé. Tu sais que j'étais avec lui quand j'étais à son camp. Ok. C'est bon, on va peut-être pas le citer, mais j'étais avec lui. Bref, il est venu me voir, il m'a dit Samy, il m'est arrivé ça. Je lui ai dit, bon, c'est un joueur qui se fait hacker son compte Insta. Je lui ai dit, vas-y, montre-moi le mail. Et en fait, sur le mail Apple, en fait, ils te mettent pas le détail du mail, exactement le nom du mail. Il faut que tu cliques pour voir le détail de l'intitulé du mail. Le mail était clean, hein. On dirait que c'était un mail d'Instagram, mais l'intitulé c'était sécurité @Instagram @safety je sais pas quoi. Bon, c'est un truc. Bon, il a cliqué. Ça arrive à tout le monde. C'est comme nos parents. On est tous passés par là. Nos parents qui reçoivent 1 million de messages. Votre colis est perdu. Moi, je le rappelle à mes parents. Même moi dernièrement, il y a encore un numéro. Demain, est-ce que vous êtes à la maison pour le colis? Tu te dis oh là là. Mais t'as envie à chaque fois. Hein. Même si tu sais, même s'il y a marqué fraude, t'as quand même envie de cliquer pour. C'est un truc de ouf. Bienvenue dans ce podcast anti-fraude. Ouais. On était où? On était sur quel sujet? On parlait des fraudes. Est-ce que j'arrive à déconnecter? Ouais, C'était ça. Non,
Non, j'arrive pas à déconnecter. Là, tu vois, je vais passer 48 heures dans un hôtel. Je suis en train de me dire, ah putain, l'hôtel, il est beau. J'amène pas une caméra, je fais 3 images. Ouais. Je vais essayer de pas l'amener. Je vais essayer de pas amener le MacBook. Non, je sais pas déconnecter, mais j'ai quand même ce luxe d'avoir ce métier où il y a beaucoup de kiff, où il y a quand même du temps off. J'aimerais avoir cette compétence de savoir me dire, ok, ce jour dans la semaine, vraiment, je taffe pas. Genre, vraiment, je taffe pas. Parce que je prends des jours off, mais un peu par défaut parfois. Ouais. Des jours off de procrastination. Genre, j'ai une to-do list qui est pas énorme cette semaine. Du coup, le mercredi, il se trouve que je me repose, mais j'ai pas décidé, je suis pas intentionnel sur mon repos. Ouais. J'aimerais bien être intentionnel sur mon repos. Décider, je ne... Et donc là, tu vois, c'est un effort de moi-même. Je vais 48 heures dans un hôtel, je prends pas l'ordi, je prends pas. Mais c'est un effort. Jusqu'à ce que je fasse ma valise là dans quelques temps, ça va se être trouve, un tu te effort. reposerais plus en prenant l'ordi. Ça se trouve. Moi, souvent, les gens ils te disent ouais, déconne. Mais en fait, moi, je suis heureux comme. Tu vois, je suis heureux de travailler, je suis heureux d'avoir des projets en fait. Tu vois, je comprends. Je suis plus reposé à faire des projets que. Tu vois je peux te donner l'exemple, un truc qu'on a vécu, c'est très intéressant. Je suis parti à Marbella, mes 30 ans, on a fait la fête. Je te fais pas l'histoire de toute la semaine, mais voilà, on est parti à Marbella avec des cousins, et mes cousins, eux, ils sont dans le médical, ils sont médecins. Moi, je suis parti avec mon Mac. Franchement, on faisait la fête, mais quand tout le monde est un peu fatigué à l'hôtel, j'ouvre l'ordi, je fais même pas des trucs de ouf, je sous-titre des vidéos. Pour moi, ça c'est la tâche qui me demande le moins de travail. Tu vois, il y a un IA qui fait 90% du taf, je repasse dessus, c'est bon, c'est clean, c'est calé. Et mes cousins qui sont médecins, ils me font, mais comment tu fais pour ne pas déconnecter? Moi, c'est impossible, je deviendrais fou si je déconnecte pas. Mais moi, je les regarde, je fais, mais les gars, vous avez des vies dans vos mains. Genre votre stress à vous, alors peut-être que tu déconnectes 3 semaines l'année, 4 semaines l'année, mais t'as des vies dans tes mains. Moi, si ma vidéo elle sort pas, allez, peut-être qu'il y a quelqu'un du marketing d'une marque qui me tombe dessus, mais ça va, tu vois. Ça va, c'est clair. Et donc c'est marrant, on se compare. Eux, mon stress, ils pourraient pas le vivre, et moi, leur stress, je pourrais pas le vivre. Chacun voit midi à sa porte, vraiment. Et donc maintenant, t'as bien réussi ta carrière. Je pense que t'es content de là où t'es actuellement à l'instant T. C'est quoi maintenant pour toi la suite? Et si maintenant tu devrais avoir une collab de rêve ou une rencontre, tu vois, avec un sportif, acteur, chanteur, je sais pas. Ouais, c'est intéressant. Tu vois. Gary Vee, j'aimerais bien l'avoir. Gary Vee, j'aimerais vraiment bien l'avoir. C'est faisable. Je sais que c'est faisable. Franchement, je me donne pas de limite sur 10 ans. Tu peux l'appeler, hein. T'as vu, il y a les vidéos où tu peux l'appeler, t'es sur le standard. Mais tu sais que j'ai reçu des réponses par DM et tout, mais tu connais, il a 10 millions d'abonnés. Donc, mais c'est fort, hein. Avoir une réponse déjà, c'est ouf, tu vois. Gary Vee, c'est une chose. En fait, il faudrait que je me trouve un nouveau défi long terme que je n'ai pas encore trouvé, qui reste dans le domaine de raconter l'histoire du sport, mais ça ne peut plus être un événement sportif. J'ai commencé ma carrière, c'était le Super Bowl. Après, j'ai coché cette case, gros blues après l'accomplissement. Gros blues, ok, qu'est-ce que c'est? Ok, il y a les JO qui sont venus, c'était une bouée de sauvetage, tu vois. J'ai fait les JO, j'ai coché. Tu peux pas te dire c'est un autre événement sportif parce que pour moi, tout est touchable aujourd'hui. Et ce que je veux dire, c'est je ne mets pas de limite à mes rêves sur 10 ans. Je suis parti je connais personne dans le sport, j'ai pas de famille dans le sport, j'ai pas ceci, cela. Je me retrouve avec le all-time leader en shoot à 3 points dans une chambre. Je me retrouve avec Teddy Riner en exclusivité dans un décathlon pendant 1 heure. Je ne mettrai pas de limite. Donc je pense vraiment que sur les 10 prochaines années, c'est possible d'avoir Michael Jordan, c'est possible d'avoir Tom Brady, c'est possible d'avoir X, Y, Z. Ça va me prendre 10 ans, mais je l'aurai, tu vois. Truc un peu plus touchable que j'ai envie d'avoir. Je discute déjà avec Adidas, mais bon, franchement, quand je te dis discute, c'est des WhatsApp où j'envoie et je dis je veux Zidane. Okay. Franchement, j'aimerais avoir Zidane. Je suis pas un malade de foot, mais c'est un impact culturel, un impact sur moi qui est big. Et je veux avoir les athlètes ou d'autres gens, mais dans mon podcast. Là, un truc où on a du temps pour discuter, tu vois. C'est sûr que c'est pas pareil quand t'as 5 minutes. Exactement. Il y a certains noms où on va me dire, ok, viens à cet événement, t'as un micro-trottoir d'1 minute avec le gars. Oui, ok, je vais me déplacer. Zidane, je me déplacerai quand Adidas fera l'event et me dira, tu peux l'avoir en micro-trottoir 1 minute. Oui, je me déplacerai, mais je le veux éventuellement pour plus longtemps. Tu vois. Wemby, j'aimerais bien l'avoir dans le podcast. Je pense que ce serait incroyable, tu vois. Wemby, il faut l'avoir sur des choses qui l'intéressent, tu vois. Tu fais une partie d'échecs en même temps que t'interviews. Je suis éclaté en échecs, il va me fumer, tu vois. Et il l'a déjà fait avec. Tu sais il l'a déjà fait. Tu sais que cette histoire, ça m'a fait reprendre les échecs. C'est magnifique, c'est trop bien. Tu vois, parce que mes enfants, ils l'ont vu. Ils ont dit, c'est quoi les échecs? T'inspires des gamins. Ma mère, elle a sorti, elle leur a appris à jouer aux échecs.
Du coup, je les ai vus jouer aux échecs et du coup, je rejoue aux échecs. Bon, bravo on est tous nuls, hein. Ouais. Mais au moins, tu te poses, tu vois. On s'en fout, c'est du temps en moins qu'on passe à scroller, tu vois. C'est franchement bravo à lui. Mais plutôt que de voir finalement un sportif qui a des sacs de. Enfin, il a aussi des sacs de luxe, ok, c'est pas le problème. Oui. Mais tu vois, aller voir en boîte, sac de luxe, il t'apprend à jouer aux échecs, il inspire différemment, qu'il aille faire ses vacances chez les moines Shaolin, je sais pas quoi. Bah ouais, mais c'est cool. Enfin, tu rendre cool le fait d'être un nerd de quelque chose, d'être un nerd de n'importe quoi, c'est super cool. C'est un truc qui m'avait marqué. Moi, je trouve qu'en France, on n'est pas assez fort de dire que c'est ok d'être nerd de quelque chose, d'être à fond dans un hobby, dans un truc. Obsédé, ouais. En France, on n'est pas assez là-dedans. J'ai fait mes études en France, mais du coup, j'ai pu faire un échange aux Philippines. Je suis allé dans une fac qui était très fac américaine, tu vois. Je me balade dans le campus, le premier jour de ma vie, il y a vraiment une association pour jouer aux cartes Yu-Gi-Oh! Mais c'est trop stylé. À ma fac, ça aurait été bizarre de créer une asso de jouer aux cartes Yu-Gi-Oh! Tu vois, moi, je trouve ça trop stylé. Bravo à Wemby de pousser ça. Donc voilà, moi, avoir des gars au long format sur mon podcast, ça me fait kiffer. Je pense que mon podcast me fait plus rêver aujourd'hui. Mais par contre, raconter des histoires de sport que j'ai encore pas vues, que j'ai encore pas décelées, tu vois, parce qu'il y a maintenant des histoires de sport que j'ai fait dans un sport. Tu me mets le même job dans un autre sport, je peux pas être en mode waouh. Tu vois, pareil, je peux pas mentir à mon audience. Aller faire un vlog sur un job de l'ombre d'un événement sportif, à un moment, les événements sportifs, tous les mêmes. À un moment, c'est tous les mêmes. Je peux aller en régie d'un événement sportif et te dire putain, c'est son job d'appuyer sur le bouton et ça fait les flammes quand les joueurs arrivent. Ça m'excitait une première fois, une deuxième fois. À un moment. T'as fait le tour. Et je peux pas mentir à mon audience, tu vois. Je le vois quand des créateurs, médias ou je sais pas quoi refont la même vidéo. En fait, tu peux le faire quand tu es Brut, Combini, France Télévisions, je sais pas quoi. La vidéo des ramasseurs de balles à Roland-Garros, je l'ai fait 2 fois. Et je l'ai fait 2 fois avec 2 angles différents. Une fois avec les ramasseurs de balles, une fois avec les managers des ramasseurs de balles. Il y a 2 points de vue différents, donc pour moi, je m'éclate quand même. Mais les vidéos de ramasseurs de balles, tous les autres médias mainstream, ils le font chaque année. Bien sûr. Ouais. Et c'est la même chose. Même pour toi, pour t'amuser. Mais moi, je peux pas retourner et m'éclater. Mais par contre, je peux rajouter du layering. Là, je te prends cet exemple-là parce que ça parle bien. Je peux rajouter du layering. Est-ce qu'avec Roland Garros, demain, je peux me mettre d'accord avec eux pour mettre une caméra sur le gamin Ok, bah là, on rajoute un peu de... On s'éclate. Est-ce qu'à Roland Garros, je peux aller faire les tests avec les gamins? Est-ce qu'à Roland Garros, je peux aller... Et en fait, voilà, c'est comment je m'éclate, c'est en ne faisant pas la même chose 2 fois. Ok. Bon, bah, Samy... De toute façon, on ressortira le réel sur Michael Jordan, Tom Brady. Quand tu les auras eus, je suis trop chaud. Tu vois, on le ressort dans moins de 10 ans, du coup. Tu vois, c'était avec Sédou. Sédou, il m'avait dit t'es déjà allé à un match NFL? Je dis non, j'irai pas tant que je suis pas accrédité. J'ai le clip, je cut, je suis sur le terrain. C'est beau ça. Je sais pas pourquoi j'ai mis une musique de fou. Ok. Bon, bah merci beaucoup en tout cas. Et bonne continuation à toi. T'as ajouté un whoop aussi, c'est parfait ça. Ah bah ouais, attends, tu sais que vous m'avez converti. Hein. C'est vrai. À force de voir beaucoup d'athlètes sérieux qui sont là-dessus, je me suis dit non, il faut que j'y aille et que je prenne soin de moi aussi, tu vois, pour que je dure en longévité. Moi, c'est sur le sommeil, c'est 90% du sujet, c'est le sommeil, tu vois. Et tout, c'était toi, j'ai vu Mathieu Delarche, j'ai vu Tour de France, tous les cyclistes longs. Les équipes l'imposent. D'avoir le whoop. Les équipes l'imposent et j'ai parlé avec un prépa physique, il dit je bosse avec ça, je bosse avec les équipes de whoop, je sais pas quoi, je vais pas te nommer. LeBron James là, il arrête pas de poster sur Insta, ça se voit que le placement il va arriver. Parce que j'ai vu une photo où il shoot. Et ils ont une équipe d'athlètes, elle est impressionnante. Hein. C'est gigantesque. Hein. Ouais, non, mais c'est un beau produit. Je trouve. Alors moi qui suis pas athlète pro, je me perds un peu, à part la data du sommeil. Il y a beaucoup de choses. Non, mais même pour checker les habitudes, je trouve que c'est top. Exactement. Même monsieur et madame tout le monde, ça peut. C'est vraiment un beau produit. Je vais en faire une vidéo, mais j'ai pas encore fait de vidéo là-dessus. On pourrait faire un post sponsorisé là. Et franchement, moi, tu vois, je veux pas chercher la marque à lui envoyer un mail. Tu vois, c'est ça. Pareil, mon approche. Si je veux bosser avec Whoop, je vais faire une vidéo de mon côté. Je vais faire la meilleure vidéo. Et ensuite, ils vont me parler. Et ok, allez, on va s'arranger, on va faire un truc. Mais c'est plutôt ça mon approche. Okay. Bon, on va finir là-dessus si Whoop nous regarde. Bah voilà, Whoop, avec plaisir. Merci Samy, ciao ciao. Merci à vous.